Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Chronique Ginéenne. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous et que vous avez trouvé le temps et apprécié les précédentes vidéos. Aujourd'hui, on reprend l'histoire des elfes là où on l'avait laissé. Alors, que s'était-il passé pour nos amis aux oreilles pointues? La dernière fois, nous avons parlé de leur réveil, du fait que la grand-mère, Vélania, la pilier de la vie, je vous renvoie à la première vidéo sur le commencement, pour vous comprendre de qui je parle, avait donné naissance aux elfes, elle en avait fait apparaître plusieurs, les 3 premiers, etc. Ça, je vous renvoie à la deuxième vidéo sur les elfes, leur naissance, leur apparition, etc. Et à la fin de cette vidéo, nous avions vu que les elfes, enfin dans la dernière partie de la vidéo, nous avons vu que les elfes étaient partis du mauvais côté de la ligne et étaient entrés dans une guerre civile qui était terrible, sanglante, qui avait laissé leur société meurtrie, exsangue. Et on s'était arrêté là. Alors, ça avait évidemment, suite à ça, il y avait eu une petite réorganisation, ils avaient probablement besoin de nouveaux chefs, et on va en parler aujourd'hui, en fait, de l'après-guerre des cimes, donc la guerre civile, la guerre des cimes. On va parler de ce qui se passe après. Dans une première partie, qui s'intitule le second printemps. Alors le second printemps, ça parle de lui-même, mais c'est parce que c'est une renaissance de la société elfe. Il y a déjà eu beaucoup de renaissances en fait pour les elfes. Il y a eu la naissance, puis il y a eu le moment où ils ont rencontré Selendar, donc l'aimé de la vie, qui leur a donné le don de la vie, qui leur a donné l'immortalité, et qui avait reffaçonné la société elfe post-bannissement. Maintenant, on pourrait considérer ça comme le premier printemps, et le second printemps, c'est vraiment ce qui se passe après la guerre des cimes. Donc, après la guerre des cimes, les elfes ont perdu foi en leur gouvernement. Donc, c'est-à-dire que la guerre des cimes avait été provoquée par les têtes pensantes, l'aristocratie, les gens qui étaient dans les positions de décision, etc. Et du coup, les elfes survivants, bon, c'est pas survivants, il y a pas 3 pelés, 4 tondus, quoi. Il y a encore une majorité, une population honorable qui est encore vivante, mais cette population n'a plus confiance en ses dirigeants. Donc en même temps, les dirigeants qui faisaient partie des Immaculés se sont fait jeter. Donc il n'y en a plus beaucoup, mais en même temps, il y a une défiance vis-à-vis du gouvernement. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Les fils du père, donc le groupe qui a mené les elfes, les fidèles à Selendar pendant la guerre des cimes, était mené par la grande prêtresse Alandiel. Enfin, c'était une prêtresse de Selendar. Maintenant, elle a été nommée grande prêtresse. Donc, c'est-à-dire que c'est la chef du corps religieux des elfes. Donc, c'est une prêtresse de Selendar qui enseigne les valeurs de Selendar, le dieu de la vie, l'aimé de la vie, etc. Après la guerre des cimes, en plus de devenir grande prêtresse, elle est devenue haute sénatrice. Alors, qu'est-ce que c'est haute sénatrice ? C'est la chef des elfes, c'est la position, le haut sénateur ou haute sénatrice si c'est une femme, c'est la personne qui dirige la société elfe. Et elle avait été remarquée, c'est elle qui dirigeait les fils du père ont gagné, donc c'est logique, c'est un peu elle qui commence maintenant, qui va chapeauter le tout, et ça prend une tournure différente par rapport à avant, c'était une direction politique, on va dire ça comme ça. Maintenant, c'est un peu le corps religieux qui devient le corps qui gouverne, donc c'est différent, donc on accepte, les elfes acceptent, disent bon, allez, on va lui donner sa chance. Et puis de toute façon, c'est elle qui dirigeait, donc pourquoi ? En tant que premier conseiller d'Alandiel, on retrouve Ogunai. Qui est Ogunai ? Ogunai, c'était l'un des généraux, un grand général de l'armée régulière elfe. Donc, c'est un ancien, il est quand même assez âgé, même pour les elfes, qui sont immortels, on le rappelle, mais il est quand même assez âgé. Il a de la bouteille, il sait de quoi il parle. C'est un général, donc il est assez martial, mais il a fait ses preuves, et donc il devient premier conseiller d'Alandiel.
après tout, il était aussi un de ses conseillers pendant la guerre des cimes. Donc c'est normal, on a une certaine continuité par rapport à l'organisation des fils du père. Progressivement, à eux deux, ils vont réussir à gagner le cœur des elfes et à réinsuffler un nouveau vent dans les voiles de la société elfe qui va se reconstruire parce que je vais insister là-dessus plusieurs fois pendant cette vidéo, mais la guerre des cimes, c'était une guerre civile, une guerre fratricide, c'est-à-dire que parfois, même dans une même famille, on avait un fils qui était du côté des Immaculés et un autre qui était du côté des fils du père. Donc parfois on en venait à se combattre entre frères, on en venait aussi parfois à se combattre entre frères de caste. C'est-à-dire que si vous vous souvenez, les elfes sont organisés tourne-vie, les mages, les guides-vie, les prêtres et la garde-flèche qui est l'armée versée dans la magie, on va dire c'est un peu comme ça, l'armée d'élite, et on a évidemment l'armée régulière. Et on a eu à se combattre là-dedans. Alors évidemment peut-être moins frères de sang, mais frères de caste, frères d'ordre, il y a eu des fratricides dans ce sens-là. Et bon, donc Alandiel et Ogunai ont dû faire face à ça et ont insufflé un nouveau vent un renouveau qui s'appellera le second printemps. Et là, la région de Sala, donc que vous voyez au centre, subit un nouvel essor et Selandis, donc la capitale, resplendit de plus belle. Ça, c'est la situation du peuple. Maintenant, il y a parmi ce peuple des gens traumatisés. Je viens de le dire, on a eu à s'entretuer et certains ont dû accomplir des choses terribles. Pour assurer la victoire de leur camp, que ce soit les Immaculés ou les fils du père, mais bon, les Immaculés ont perdu, donc fatalement c'était pas pour la victoire, mais ils y croyaient. Hein. Hashtag Believe, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Et mais parmi les fils du père, certains qui, malgré qu'ils défendaient la bonne cause, qu'ils étaient du bon côté de la ligne, enfin, bon côté est toujours très relatif, mais dans ce cas-là, ils étaient du bon côté de la ligne, ont dû accomplir des choses terribles. Et sont meurtris dans leur corps et dans leur esprit, et c'est le cas de l'une des grandes figures de la guerre des cimes, qui est Shadran. Alors, petit rappel, qui est Shadran ? Shadran, c'était un des archimages de l'ordre des tournevis, donc les magiciens qui manipulent la magie de Selenda, la magie de la vie, donc qui commandent à tout ce qui pousse, qui peuvent guérir l'essence de la vie, etc. Bon, je laisse un peu votre imagination fleurir là-dessus. Donc Shadran était un archimage des tournevis et il a dû tuer ses frères d'ordre. Il a dû combattre des tournevis qui étaient du côté des Immaculés. Il a vu des crimes horribles, il a vu les ravages d'une guerre civile, il a vu des cadavres, des cadavres joncher le sol. On peut imaginer également qu'il a vu des enfants périr, des enfants malades, des enfants blessés, tout ce que... Enfin, bref, vous voyez ce que c'est une guerre, vous imaginez ce que c'est une guerre entre gens qui font partie de votre propre peuple, ça laisse des traces. Shadran, lui... n'y arrive plus, il est détruit et il n'arrive pas à reprendre sa place, il n'arrive pas à revenir à dire bon ben voilà, maintenant ça c'est fait, c'est moi le chef, je reprends ma place d'archimage au sein des tournevis. Il n'y arrive pas et il décide de partir en exil pour essayer de se retrouver, de retrouver son centre, retrouver le but de sa vie, retrouver un équilibre spirituel pour lui et réussir à vivre, parce que bon, quand on est immortel, il faut quand même réussir à vivre, ça serait dommage. Hein, bon, bref, on va pas partir dans des trucs un peu glauques, c'est pas une soirée émo, mais voilà. Il décide de partir en exil. Alors il part dans le nord de la région de Sala, donc... Sala, vous voyez au centre avec Selandis, la capitale. Il se dirige vers le nord, vers les forêts d'Invalen, mais il ne va pas pénétrer dans les forêts. Alors, les forêts d'Invalen, ce sont les terres des Griffons.
Et à ce moment-là, les elfes et les griffons, bon bah on se connaît, on se vous voit quoi, hein, mais on prend pas le thé ensemble. Ils sont assez méfiants l'un de l'autre. Donc Shadran va surtout s'installer au bord de la mer. Et avant de partir, il va laisser les rênes des tournevis enfin, va laisser sa place au sein des tournevis. Bon, il est un des dirigeants des tournevis parce que c'est lui qui a mené les tournevis du côté des fils du père. Il laisse sa place à son ami et à son ancien apprenti, Gilial. Alors, je fais du name dropping, mais ça va avoir un sens plus tard. Mais en gros, il laisse sa place à son ancien apprenti et il part en exil dans le nord de Salah et il va s'installer en particulier au bord de la mer. Et on en parlera dans une autre vidéo dédiée à ce personnage qui aura un impact très important. La deuxième personne qui a du mal à retrouver sa place, bizarrement, c'est Ogunai. Alors Ogunai, il n'a pas du mal à trouver sa place, au contraire, il est très content de sa place. Il est premier conseiller de la haute sénatrice, c'est un peu le premier ministre, hein, c'est lui qui dit ce qu'on doit faire quand la haute sénatrice n'est pas là. Donc il est assez satisfait de sa place au final. Mais il ne trouve pas sa place dans une nouvelle société elfe. Parce que Ogunai, comme je le disais, c'est un général, il est très martial. Et il est très conservateur. C'est-à-dire que pour lui, la guerre des cimes a été provoquée par des gens qui ont eu les yeux plus gros que le ventre, qui ont eu le nez dans les nuages. Et donc il faut une rigueur, il faut un ordre et il faut respecter les traditions et les valeurs enseignées par Selendar. Alors ce n'est pas un prêtre, c'est un général, c'est un membre de l'armée, mais il vit selon les principes de Selendar autant qu'on peut en étant un militaire. Parce que bon, valoriser la vie quand on doit la prendre, c'est compliqué parfois. Hein. Mais ça, on rentre dans des conditions philosophiques. Ogunai, conservateur, fait face à une nouvelle génération elfe qui, elle, veut faire sa place. Elle veut s'étendre, elle veut gravir les échelons et elle veut changer les choses. Elle veut une évolution, elle veut des innovations, elle veut un peu pouvoir faire ce qu'elle veut au final. Et ça ne marche pas avec le premier conseiller. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, Ogunai, hélas, va se faire un peu remplacer un coup de pied au derrière. Et vous allez me dire, oui, mais Alandiel, la haute sénatrice, la grande prêtresse de Selendar, ne va quand même pas faire ça à son premier conseiller, un ami de longue date avec qui ils ont vécu la guerre des Sims, quand même, ça ne se fait pas. Eh bien si. Parce qu'Alandiel, maintenant, est haute sénatrice, et hélas, en tant que dirigeante d'un peuple, bien qu'on soit une prêtresse, on ne peut pas s'empêcher de faire de la politique. Et elle n'a pas que Ogunai comme conseiller, elle a des autres conseillers qui, eux, voient ou verraient du moins le départ du général comme une bonne chose, comme une opportunité. Et même Alandiel elle-même ne peut pas ne pas reconnaître que le général tire un peu, enfin, il tient le frein, quoi. C'est lui qui met le frein sur tout ce qu'elle veut faire, tout ce qu'elle veut lancer, parce que Alandiel, elle est beaucoup plus jeune qu'Ogunai. Donc elle fait partie, pas vraiment, mais elle fait un peu partie de cette génération qui veut aller de l'avant, et lui, il est là, et surtout, elle veut rester là. Alandiel a un peu la tête qui tourne, parce qu'elle est haute prêtresse, elle est haute sénatrice et elle est grande prêtresse, donc elle pense qu'il faut quelqu'un qui soit proche du père, qui soit proche de Selendar pour diriger les elfes, et elle pense que personne ne peut le faire à part elle. Enfin, elle pense que d'autres, parce qu'il y a une certaine forme d'humilité évidemment, mais elle dit que pour le moment c'est mieux que ça soit elle, donc elle joue ses cartes, elle abat ses cartes, et Ogunai se fait remplacer comme un malpropre. Sans crier gare, il se pointe un matin au bureau et un peu comme dans les films, on a fait son carton, on a mis ses affaires dedans, on lui a dit bon ben voilà, tenez monsieur, merci pour votre service, au revoir, salut. Hein. Et ça évidemment, Ogunai, ça passe mal, ça passe très très mal. Ogunai, ça passe très très mal. Il claque la porte, et je pense à raison, hein, il claque la porte à raison de Celandis. Donc il quitte Celandis.
Et il repart dans sa propriété, parce que, enfin, dans son domaine, hein, quand même, assez organisé, qui est au nord de la forêt de Sala, mais juste à la lisière de la forêt, mais le long de la crête au dragon. Donc il a une propriété là-bas, il a un domaine familial là-bas, et il repart là-bas, et sans vraiment le vouloir, bon, il va s'installer là-bas, et des gens vont le suivre, des gens qui sont fidèles à ses principes à lui vont le suivre. Et un jour, Ogunai va partir. Son domaine va être vidé. Et ses suivants vont partir avec lui. Et on n'en entendra plus parler. Tout d'un coup, pouf, il a disparu. Et on verra ensemble, dans une autre vidéo encore, ce qu'il advient d'Ogunai pendant cette période. Enfin, le troisième mousquetaire, la troisième figure emblématique de la guerre des cimes, c'était Achion. Alors, on n'a pas beaucoup parlé d'Achion, parce qu'il il était assez efficace. C'est-à-dire que quand on n'entendait pas parler de lui, c'est qu'il faisait bien son travail. Et Achion, c'était un des capitaines de la guerre de flèche. Donc, c'était pas forcément quelqu'un de très haut gradé, parce que dans la guerre de flèche, il y a d'autres grades plus élevés que lui, mais c'était un capitaine très respecté, parce qu'il a fait des faits d'armes. Il a eu des faits d'armes très, très honorables, très impressionnants pendant la guerre des cimes, en l'occurrence, ou encore pendant tout ce qui est les guerres par rapport aux Calès, donc la race lézarde du sud. Hein. Donc je vous remets... Ça, c'était les races telles qu'elles étaient apparues. Les Calès, je les visualise un peu comme les hommes lézards ici présents, mais qui sont une race très belliqueuse, qui cherchent toujours à tirer la bourre avec les elfes, mais hélas, ils n'ont pas les ressources, ils n'ont pas les connaissances pour pouvoir rivaliser. Du coup, ils se font très régulièrement battre à plat de couture. Ils n'en démordent pas malgré tout. Mais donc, retournons à nos moutons. Achion, lui, la troisième figure, il voit ses frères d'armes, parce que bon, ils étaient tous les quatre avec Alandiel dans les chefs des fils du père, et il voit Shadran qui lui est tombé en morceaux et est parti, et Ogunai lui s'est fait dégager. Alors la garde de flèche, c'est pas l'armée générale, c'est pas l'armée régulière, donc Achion ne doit rien à Ogunai, si ce n'est évidemment historiquement, quoi. Mais Achion, une de ses plus grandes valeurs, c'est son honneur. C'est quelqu'un très, très honorable, très respectueux, en particulier des hiérarchies. Bon, organisation militaire oblige, j'imagine. Mais surtout par rapport à ses valeurs, les fils du père avaient tous en commun qu'ils étaient très proches des valeurs de Selendar, de l'aimer de la vie. Et Achion n'accepte pas, il comprend pas comment on peut faire ça à Ogunai, entre guillemets. Enfin, pas entre guillemets, comment on peut faire ça à Ogunai. Et surtout, il comprend pas pourquoi Alandiel accepte de faire ça. Il n'accepte pas lui-même, et il ne comprend pas pourquoi elle le fait. Et il ne comprend pas son changement à elle. Pourquoi est-ce qu'il y a ce changement chez elle? C'est pas un politicien, c'est un homme de terrain. Et donc, Achion décide de partir. Il va faire ses valises en secret. Il va bien s'organiser. Il va dire, il va laisser sa place de capitaine. Il va faire ses petits papiers, hein, voilà. Et il va décider de partir. Cependant, son départ de la guerre de flèche passe pas inaperçu. Et Achion, c'est une figure de la guerre de flèche. Du coup, il y a une grosse partie de la garde de flèche qui va partir avec lui. Alors, quand je dis que les suivants partent avec lui, de même avec Ogunai, c'est pas que un individu, enfin, c'est pas par individu, c'est par famille. Hein. Parce qu'en général, enfin, la garde de flèche, si un mec se barre, il prend sa femme et ses enfants. De même, pour les gens qui suivaient Ogunai, ils sont partis avec des familles. Donc, c'est vraiment une mouvance. C'est des centaines de personnes qui partent. Au début. Enfin, centaines de personnes, enfants et femmes et enfants compris, hein, donc au final c'est pas 50, c'est 50 foyers peut-être. Bon. Mais n'empêche que ça fait un afflux de population qui part. Et Achion lui va partir vers le nord également, puisqu'ils ne peuvent pas partir vers le sud, il y a les Calès,
Ils peuvent pas partir vers l'est, puisque vers l'est c'est la crête aux dragons, et passer la crête aux dragons, qu'est-ce qu'il y a derrière? Des dragons. Et ils peuvent pas aller vers l'ouest, parce que les elfes c'est pas des marins. Donc ils partent vers le nord, fatalement. Il n'y a pas beaucoup d'autres choix. Donc il part vers le nord. Et Akion, lui, va entrer dans les forêts d'Invalen. Il va entrer à Invalen. Il ne sait pas où sont Ogunai et Shadran. C'est juste, bon, Shadran est parti, il est au courant, il a dit qu'il allait partir en pèlerinage. Ogunai est parti, et Akion ne va pas le retrouver. Donc, parce que la rumeur de son départ, de sa disparition, que son domaine était vide, est arrivée jusqu'à Célandis. Donc, Akion va entrer à Invalen, et les griffons vont venir picorer avec eux. Ils vont dire, bon ben ici c'est chez nous quand même, qu'est-ce que vous foutez là? Et Akion va bien s'entendre avec les griffons. Et vous pouvez peut-être le deviner, nous en parlerons dans une autre vidéo évidemment, puisque Akion et ses suivants et le contact qu'il a eu avec les griffons méritent une vidéo à elle seule. Cependant, un siècle passe. Donc, entre le départ d'Akion, entre le départ de Shadran et d'Akion, il se passe que quelques années, peut-être même pas 5 ans. Donc ça se fait assez rapidement. Un siècle plus tard, les trois comparses reviennent. Et ils reviennent avec une surprise. C'est qu'en un siècle, Shadran a noué contact avec le peuple de la mer, que sont les sirènes. Et il a appris à maîtriser le don de l'eau, le don de Célinda, l'aimée de l'eau. Je vous renvoie encore une fois à la première vidéo sur le commencement pour savoir de qui je parle. Et il a appris à maîtriser le don de l'eau, et il a retrouvé un sens à sa vie. Il a retrouvé sa place dans le monde, et donc il revient à Célandis, pardon pour le micro, il revient à Célandis pour le partager avec son peuple, puisque Shadran, lui, toujours ne sait pas que Ogunai s'est fait dégager, ne sait pas qu'Akion a disparu. Donc il revient pour partager ce qu'il a appris auprès des sirènes, et partager sa connaissance du nom de l'eau avec ses frères elfes. Cependant, ça passe, parce que les paysans en parlent, etc. Ça remonte jusqu'aux oreilles du général Ogunai, qui décide également de revenir à Célandis pour lui partager qu'il a rencontré une race assez intéressante, que sont les golems. Hein. Donc je vous les remets, les golems, qui ont appris à Ogunai et à ses suivants la maîtrise de la terre, du don de la terre, donc du don de l'aimé de la terre qui était Unur. Hein. Donc là, je vous l'ai fait. Bon, en gros, ça va être un tiercé gagnant. Hein. On a Célinda qui a appris les sirènes ont appris de Célinda le don de l'eau. Ils l'ont appris à Shadran. Les golems ont reçu le don de la terre par Unur, l'aimé de la terre, et l'ont passé à Ogunai et ses suivants. Et enfin, les griffons, ce sont les enfants de Valera, donc l'aimée de l'air, et ils ont passé ça, vous l'avez deviné, à Akion, qui également revient à Célandis. Alors ça se fait pas d'un coup, hein, ils arrivent pas tous salut hein, non, Shadran arrive d'abord, Ogunai entend, il arrive quelques mois plus tard, et puis Akion arrive en mode ah ben voilà. Bon. Mais en attendant, le retour des 3 héros de la guerre des cimes ne laisse pas les elfes indifférents, et ils voient les changements chez eux, et évidemment ce sont des valeurs différentes. Les golems n'ont pas choisi gratos d'apprendre à Ogunai le don de la terre, c'est parce qu'ils partageaient des valeurs, des idéaux, de même pour les griffons avec Akion, et de même avec les sirènes avec Shadran, et ces valeurs ça appelle d'autres elfes. Ce qui fait que la société elfe, à ce moment-là, va vraiment éclater. Et beaucoup vont suivre les trois héros pour aller suivre les enseignements de l'air, de la terre ou de l'eau. Et va rester ceux qui
ceux qui vont devenir plus tard les hauts elfes, les derniers elfes. Et ils vont rester à Celandis et dans les bois de Sala, dans le pays de Sala. Donc ceci est une version assez résumée de ce qui s'est passé avec nos 3 héros. Mais néanmoins, toute cette période, tous ces événements sont ce qui va se faire appeler plus tard le schisme elfique. Alors je sais que techniquement un schisme c'est en 2 parties, mais là on va prendre une partie, on va la splitter, on va la schismer plusieurs fois, si vous me permettez, c'est abus de langage. Donc voilà, ceci est le schisme elfique. Alors vous l'avez deviné, il va y avoir énormément de choses qui vont se passer par la suite, notamment du côté de nos 3 compères, et on en parlera dans des vidéos dédiées parce qu'il y a énormément de choses à dire. Ça aura des implications énormes pour le futur de la société elfe et le futur de Noura, parce qu'ils vont avoir un impact terrible ces gens-là, plusieurs millénaires même plus tard. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, on va faire un petit peu la routine du vidéaste. N'hésitez pas à manifester votre enthousiasme ou votre déplorable ou l'aspect déplorable de la vidéo dans les commentaires. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Je sais que sur Odyssey c'est une flamme ou je ne sais pas quoi pour liker, mais peu importe, manifestez-vous, n'hésitez pas, je suis vraiment avide de partager tout ça avec vous, et j'espère que vous passez un bon moment à m'écouter. Moi je passe un très bon moment à vous raconter mes histoires, et on se retrouvera très bientôt pour une prochaine chronique. Salut!